11 novembre 1999, 1h30 du matin. Niveau -1 d'un parking d'immeuble en région parisienne, le cadavre d'une femme est découvert baignant dans une mare de sang. La particularité d'un parking privé couvert, alors, peut présenter des avantages et des inconvénients. En matière d'avantages, c'est une scène de crime qui est couverte. Donc, on ne va pas être embêté en fait par tout ce qui est risque d'intempéries ou de déperdition d'indices. Ils seront conservés. Toutefois, un parking, c'est un lieu de passage. Même si c'est un parking privé, il y a du passage et on ne sait pas exactement qui rentre dans le parking, quels sont les véhicules entrants, les véhicules sortants. D'autre part, le parking est un lieu assez sombre. Or, pour bien travailler en matière d'identité judiciaire, il faut quand même une bonne lumière. Donc, un parking ne va pas nous faciliter la tâche. La brigade criminelle est saisie de l'affaire. Les enquêteurs arrivent sur les lieux à 1h58. Le mari de la victime est présent. C'est lui qui a découvert le corps et appelé les secours. Les premières constatations débutent. La victime repose dans l'un des sas d'accès du parking, contre un mur, en position assise. De nombreuses plaies au niveau du cou sont visibles. À première vue, elles ont été causées par une arme blanche. La police technique et scientifique gèle la scène de crime et se lance à la recherche d'indices. Des prélèvements sont effectués, des objets sont saisis, des photos sont prises. C'est le début de l'enquête. Alors, les éléments que j'ai trouvés à côté du corps sont un CD-ROM de musique, un paquet de cigarettes. Il y avait également un trousseau de clés qui se trouvait à côté du corps. Et un peu plus loin se trouvait le sac à main qui, lui, n'avait pas été vidé. Mais par contre, il y avait son porte-carte contenant son permis de conduire qui se trouvait juste à côté du sac à main. Le mari, lorsque les policiers arrivent, a fait un malaise, mais il est sur place, à côté. Il a piqué une crise de nerfs, il s'est roulé par terre, s'est débattu. Donc... Il est dans un tel état que sa langue va se retourner et l'empêcher de respirer. Ce qui fait qu'un des médecins pompiers qui est sur place va pratiquer un geste sur sa mâchoire pour arriver à dégager ses voies respiratoires. Les traces de sang ont été découvertes sur cet homme, puisqu'il a saisi sa femme à plein bras quand il l'a découverte dans le sas. Donc là, il avait des traces de sang sur lui, bon, que ce soit aussi bien sur les mains que sur les vêtements également. Une fois les premières constatations réalisées, les policiers rejoignent avec le mari de la victime l'appartement familial. Là, je l'ai fait déshabiller, de manière à ce que je puisse récupérer l'ensemble des vêtements qu'il portait sur lui pour les placer sous scellés, ensuite procéder à des constatations dessus. Par la suite, je suis allé avec lui dans la cuisine, et là, j'ai saisi divers couteaux pouvant correspondre à l'empreinte de l'arme de crime. Et j'ai poursuivi donc les investigations dans l'appartement. Et j'ai découvert dans le salon une feuille provenant d'une association d'aide aux couples en difficulté. La fouille de l'appartement terminée, le mari est accompagné à l'hôpital. Je l'ai emmené à l'hôpital pour effectuer des constatations, des recherches éventuellement de traces de griffures, de coups qui auraient pu laisser présager une lutte. L'examen médical ne révèle rien. Les médecins ne constatent aucune trace de blessure sur le corps du mari, dont l'état de santé est alors jugé compatible avec un placement en garde à vue. Le cadavre d'une femme, visiblement agressée par arme blanche, retrouvé par un mari dont les vêtements sont maculés de sang. Voilà l'affaire à laquelle les enquêteurs sont confrontés. 6h du matin, les policiers décident de placer le mari en garde à vue. Monsieur est placé en garde à vue d'une manière tout à fait logique. C'est un témoin important dans cette affaire. Qui plus est, il est recouvert de sang et il peut être suspect. Donc, nous plaçons les témoins importants ou les suspects immédiatement en garde à vue. Alors, pendant la garde à vue du mari, des policiers sont retournés dans le parking pour chercher l'arme du crime. Une arme est très importante dans une affaire d'homicide parce qu'elle recueille énormément d'éléments utiles à l'enquête.
Et elle recueille des traces papillaires, du sang, de l'ADN, de la sueur, presque tous les éléments matériels pour identifier l'auteur. C'est un parking qui est immense, qui couvre à peu près 3-4 immeubles. Tout a été fouillé. L'ensemble des véhicules, toutes les caches possibles, que ce soit aussi bien au-dessus des tuyaux, que ce soit derrière des panneaux métalliques qui ont été démontés. Malheureusement, l'arme du crime n'a jamais été découverte. En l'absence d'armes du crime, les hommes de la brigade criminelle espèrent que le mari de la victime pourra leur fournir des éléments pour faire avancer l'enquête. Il est 7h20. La victime a été tuée depuis 6h. L'audition du mari commence. Très vite, son attitude étonne les policiers. Quelqu'un qui venait de perdre sa femme, surtout perdre sa femme dans des conditions pareilles, je l'ai trouvé très calme. Lorsque on est innocent, on le crie haut et fort. Il aurait dû exploser de fureur. Vous me mettez, vous m'accusez, moi, c'est pas possible. Moi, je viens de perdre ma femme. Je ne voyais pas du tout un individu comme ça. Je voyais une personne, au contraire, qui écoutait bien les questions qu'on lui posait, qui réfléchissait très bien, qui restait maître d'elle-même, et qui nous apportait toute réponse qu'on voulait entendre. Il parlait d'une voix monocorde. Jamais je ne l'ai vu s'énerver dans la mesure où j'avais tendance à essayer de l'amener un petit peu, à le mettre un petit peu en défaut, à le mettre en accusation. Voilà les premières impressions de monsieur. D'où le déroulement de l'audition qui s'avère être relativement simple. La première chose à faire pour les enquêteurs est de cerner la personnalité de la victime et celle de son conjoint. Ils apprennent que l'épouse, âgée de 35 ans, occupait un emploi d'assistante de direction. Le mari, lui, travaille dans un établissement bancaire en région parisienne. C'est un type qui a 38 ans, qui est plutôt psychorigide. Il a le physique de l'emploi, si je puis dire. C'est un type qui est très méthodique. Les choses sont bien rangées, tout doit être à sa place. Et dans ses relations humaines, il est à peu près il se comporte de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse. C'est presque un petit aspect militaire, si vous voulez. On a un garçon qui n'est pas capable, qui n'est pas équipé psychologiquement pour pouvoir faire passer ses émotions et surtout les exprimer. Donc on se retrouve avec un garçon qui a cet abord très froid et dont seulement quelques personnes seront capables de dire qu'il n'est pas cette espèce de serpent froid insusceptible de fournir la moindre émotion. C'est l'ombre et la lumière, les deux. Elle est la lumière, elle est une jolie femme brune, italienne, avec plein de joie de vivre. Elle est déracinée à Paris, elle s'est installée avec lui à Paris, enfin en région parisienne, à Boulogne. Tous ceux qui les ont approchés se demandaient ce qu'ils faisaient ensemble. Lors de sa garde à vue, le mari de la victime retrace la dernière soirée du couple avant le drame. Ce 10 novembre 1999, à 19h, les époux se retrouvent devant une agence immobilière car ils ont rendez-vous pour signer le compromis de vente de leur appartement. Après cette signature, le couple décide, comme tous les mercredis soirs, de sortir. Pour eux, c'est l'occasion de fêter cette vente qu'ils essaient de réaliser depuis plus d'1 an. Ils dînent dans un restaurant proche des Champs-Élysées, puis se rendent au cinéma. En sortant, le couple flâne le long de la célèbre avenue et boit un verre dans un bar. Il y a quelqu'un qui est témoin privilégié de l'ambiance qui peut régner dans ce couple lors de cette soirée. On est à quelques dizaines de minutes avant la commission des faits. C'est le serveur de cet endroit où ils vont boire un verre après le cinéma et qui va d'ailleurs confirmer que pour lui, ce couple s'entendait très bien, qu'il n'y avait eu ce soir-là aucun éclat de voix, que c'était un couple qui semblait amoureux, content, et il avait même un peu discuté avec, puisque leurs origines italiennes communes les avaient un peu rapprochés. Pendant sa garde à vue, l'époux continue de raconter la dernière soirée du couple. Selon lui, ils ont quitté le bar vers 00h30 et sont rentrés en voiture comme d'habitude en empruntant le périphérique extérieur. Quelques instants plus tard,
Ils arrivent au parking de leur immeuble. Ils descendent tous les deux du véhicule. Ils se dirigent vers le sas qui est situé à droite du véhicule. Ils commencent à monter les quelques premières marches qui amènent à la première porte qui leur permet d'accéder à l'extérieur. Et à ce moment-là, dit à... J'ai oublié un CD et je vais fumer une cigarette. Une cigarette et un CD. Ces deux objets ont bien été retrouvés à proximité du corps sans vie de la victime. Jusqu'ici, la version du mari est conforme aux constatations effectuées par les policiers sur la scène du crime. Il laisse son épouse dans les escaliers qui retourne vers la voiture. Lui, il va monter jusqu'à son appartement. Il va ouvrir la boîte aux lettres avant de monter dans l'appartement, puisqu'il récupérera des courriers que l'on trouvera posés là où il a dit qu'il les avait posés lorsqu'il rentre pour la première fois dans son appartement. Et ensuite, il me dit, je suis monté à la maison. Sa mère était présente et gardait les deux enfants en bas âge qu'ils avaient ensemble. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à desserrer ma cravate et je me suis aperçu que ma femme ne venant pas et qu'elle risquait de ne pas avoir les clés de l'immeuble, je suis redescendu pour aller la retrouver. Bon, nous sommes là dans une scène très très classique, où dans un couple, quelqu'un a oublié quelque chose, repart le chercher. Tout ça est très ordinaire. Il redescend. Et il arrive pour rentrer dans le sas et il sent une résistance derrière la porte. Il essaye à 2 ou 3 reprises. La 3e reprise, il prend son élan, il arrive à ouvrir. Et là, il découvre cette scène pour lui totalement horrible d'une femme qui baigne dans une mare de sang et qui semble agiter encore de soubresauts. Je me suis approché d'elle, je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai secouée et tout ça. Il dit « Elle me regarde, je vois qu'elle me voit ». À ce moment-là, il sort du sas. J'ai été appelé les secours dans une borne d'alarme qui se trouve près de l'entrée du parking. Il revient près de sa femme, il la prend dans ses bras, il trouve que c'est long, il attend, il voudrait que ça vienne tout de suite. Et à ce moment-là, il va remonter chez lui, prévenir sa mère, et il lui demande d'appeler la police. Et il va redescendre, il va retourner auprès de son épouse. Là, il la prend dans ses bras et les secours arrivent à ce moment-là. Il est 16h ce 11 novembre 1999. Cela fait 10 heures que la garde à vue du mari a débuté. Les enquêteurs connaissent maintenant sa version des faits. Plus de 14 heures se sont écoulées depuis le meurtre de la victime et à l'autre bout de Paris, l'autopsie vient de se terminer. Les résultats tombent. Alors la victime reçoit 48 coups d'une arme blanche. Alors la victime est blessée dans 3 zones, grossièrement. Une zone cervicale et mandibulaire. Donc cette zone ici, cette zone du cou, on va être dénombré 18 plaies, certaines touchant la mandibule, certaines le cou, certaines entre les deux. Une deuxième zone qui est une zone thoracique où vont avoir les plaies les plus importantes, moins de plaies, il y a 6 plaies qui sont dénombrées, thoraciques, internes, qui touchent le poumon, qui vont toucher le cœur, qui vont occasionner donc l'hémorragie qui va être la cause de la défaillance cardiaque et du décès. Et puis de multiples plaies, on en dénombre 18 sur le cuir chevelu quand il va être rasé totalement, qui sont au niveau pariétal et occipital gauche, et des plaies aussi cervicales qui s'ajoutent à celles-ci, donc qui sont dans cette zone, on va dire derrière l'oreille. 48 coups assénés avec une arme blanche. Un déchaînement de violence. Mais l'autopsie ne permet pas uniquement de comptabiliser le nombre de coups portés à la victime. Le médecin légiste cherche aussi, en étudiant les plaies, à déterminer le type de lame utilisée par le tueur. L'épaisseur et la largeur de l'arme, on l'a, c'est une lame qui fait presque un demi-centimètre, c'est assez épais hein, pour une lame. Elle est relativement peu large, elle va
dans les sections qui vont rentrer faire 1 centimètre, 1,5 cm. Donc on élimine les gros couteaux de cuisine, les armes qui auraient pu être suffisamment solides et pénétrantes, qui auraient donné des lésions beaucoup plus larges. Ce qu'on sait sur la longueur de la lame, puisqu'elle a atteint des structures intracrâniennes ou qu'elle a atteint des structures pulmonaires ou cardiaques, c'est que probablement elle fait plus de 10 cm, 10 cm et plus. Cette information est importante. Elle permet au médecin légiste de dresser une liste des armes qui ont pu être utilisées par le tueur pour commettre son crime. On a des armes qui semblent évidentes, un couteau fort, un couteau de plongeur, un couteau de chasse, une arme de ce type où la lame doit être à la fois coupante, mais en même temps très solide. C'est plus la solidité qui est prise. On peut éliminer les couteaux fins, les rasoirs, les éléments de ce type. À la fin de l'autopsie, le médecin légiste peut aussi donner quelques précisions sur le physique de l'agresseur. Si on analyse les coups, le tueur a une force notable. Le tueur est plus probablement, très probablement un homme, de plus grande taille que la victime, compte tenu de la direction des coups qui ont pu être donnés. Voilà ce qu'on a comme éléments. Des éléments d'ordre physique, auxquels viennent s'ajouter des indications sur le profil psychologique du tueur. L'arme blanche, elle tue pas d'abord. Elle blesse, elle fait souffrir, elle saigne, ça traduit, statistiquement, quand même une rage très destructrice. Quelques jours après ce rapport d'autopsie, les enquêteurs à la recherche de l'arme du crime perquisitionnent le bureau du mari de la victime. Ils souhaitent recenser les fournitures auxquelles le mari a accès. Lors de cette fouille, ils se rendent compte que tous les employés disposent d'un coupe-papier et d'une paire de ciseaux. Tous, sauf un, l'époux de la victime. Mais cela ne prouve rien. D'après les premiers éléments de l'enquête, le meurtrier serait donc un homme animé d'une intense rage qui aurait utilisé une arme avec un seul bord tranchant comme ses couteaux. Au terme du premier jour de garde à vue du mari, les policiers n'ont pas beaucoup de pistes concernant ce meurtre pour lequel aucun mobile ne se dessine pour l'instant. Nous sommes dans un parking, de nuit. Il y a 2 hypothèses. La première, c'est que le mari soit le meurtrier de sa femme. La deuxième hypothèse, c'est qu'un rôdeur, qu'un ivrogne, qu'un drogué, comme on en voit rôder dans les parkings pour tenter des vols à la tire ou à la roulotte, se trouve confronté à cette femme, qu'entre eux se soit passé quelque chose. Donc c'est une deuxième hypothèse. 2 hypothèses. Mais pour les enquêteurs de la brigade criminelle, celle du rôdeur est peu vraisemblable. Lorsqu'il y a une agression dite par un rôdeur, fatalement, vous avez votre portefeuille qui disparaît, votre carte bancaire, votre porte-monnaie. Or là, absolument tout était encore dans le sac de la victime. Pour un rôdeur, ce n'est pas du tout un lieu d'accès facile, pour une simple raison, c'est qu'il faut, pour pouvoir entrer dans ce parking, avoir une carte magnétique qui permet l'ouverture pour entrer. De même, pour ressortir, apparemment, si on ne suit pas un véhicule qui rentre, il est difficile de rentrer dans ce parking. L'assassin n'est pas rentré dans le coffre-fort de la Banque de France. Hein. Il est rentré dans un parking lambda, où le gardien, je pense, n'est pas attentif toute la nuit en train de guetter, par extraordinaire, quelqu'un d'étranger pénétrer dans les lieux, bien évidemment. Mais pour réfuter la thèse du rôdeur, les policiers ont un autre argument. Les policiers ont de gros doutes sur l'innocence du mari parce que on a 48 coups de couteau. 48 coups de couteau, c'est pas l'œuvre d'un agresseur qui vient pour piquer le sac à main ou éventuellement commettre un crime sexuel. Les choses qui nous ont troublés par rapport aux premières déclarations du mari, qui ont fait qu'effectivement nous l'avons gardé à notre disposition, c'est déjà un petit peu la chronologie des faits qui se sont déroulés durant la soirée.
C'est-à-dire que depuis des années, qu'ils sont mariés, c'est immuable, ils vont au cinéma le mercredi soir. Ils rentrent chez eux ensemble. Il ne s'est jamais produit que la femme reste toute seule dans le parking. Ils sont toujours montés ensemble. Et comme par hasard, le soir où il y a eu cet homicide, la femme s'est retrouvée toute seule dans le parking. Le mari est remonté chez lui tranquillement avant de s'apercevoir que sa femme ne possédait pas les clés pour rentrer à domicile. Le comportement du mari le soir du meurtre ne fait qu'amplifier les soupçons des enquêteurs. Le fait qu'il soit monté une première fois, très bien. Le fait qu'il redescende, très bien. Il est monté, il a abandonné, il redescend. Il découvre sa femme. Il appelle les secours, il va à la borne pour appeler immédiatement les secours. Ce que n'importe quelle personne aurait fait. Et la chose bizarre, c'est qu'il remonte dans l'appartement. Là, on comprend plus. On comprend plus. Pour prévenir la mère. Et il abandonne sa femme seule dans un sas tout noir. Il abandonne sa femme. On aurait pu penser, j'appelle les secours, mais je reste à proximité de ma femme. Elle est là, c'est l'élément. C'est elle, elle vient d'être tuée, je ne veux pas l'abandonner. Je l'ai abandonnée une première fois, mais je ne pouvais pas savoir, là, elle est là. Cette deuxième fois, ça ne sert strictement à rien. Donc après, on se pose des questions. Pourquoi il a fait ça? Dans ces moments-là, on fait ce qu'on peut. Et quelquefois, on peut avoir des comportements tout à fait irrationnels parce qu'on est envahi d'une émotion absolue, d'une peur absolue, d'une émotion absolue, d'une souffrance absolue. Et sous la conjugaison ou l'addition de tous ces sentiments totalement humains, on peut avoir des comportements irrationnels, encore que le sien ne le soit pas tant que cela. La suspicion des enquêteurs se renforce encore plus lorsqu'au cours d'une des auditions du mari, ces derniers découvrent un épisode récent de sa vie conjugale. Durant sa garde à vue, il va expliquer aux policiers qu'effectivement, comme dans tout couple, il y a eu des problèmes. Ils ont, à un moment donné, quelques mois auparavant, parlé de divorce, envisagé le divorce, mais il n'en était plus question à l'époque des faits. Le 12 novembre 1999, vers 18h, soit 34 heures après le début de sa garde à vue, les hommes de la brigade criminelle décident de libérer le mari. Il peut enfin retourner chez lui et retrouver ses enfants. Aucune charge n'est retenue contre lui. Alors, le mari était remis en liberté à la fin de sa garde à vue, tout simplement parce que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Alors, nous n'avions que des présomptions à son encontre. On ne trouve pas l'arme du crime, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de mobile, il n'y a rien. Moi, j'avais des craintes à savoir que si c'était un crime passionnel, à un moment donné, il pouvait se rendre compte de ce qu'il avait fait. Et à ce moment-là, il pouvait très bien mettre fin à sa vie ou à la vie de ses enfants. En 33 ans de carrière, c'était la première fois que je voyais, dans le cadre d'un homicide, une personne suspectée de meurtre, remise en liberté, et que l'on remette à vivre avec ses enfants, qui revit avec ses enfants. Des craintes, des soupçons, mais toujours aucune preuve matérielle. Une nouvelle phase d'enquête commence pour les hommes de la brigade criminelle. Ils vont maintenant chercher à vérifier les déclarations du mari. Dans un premier temps, les policiers auditionnent les proches de la victime et notamment son employeur. Lui nous apporte des éléments sur le comportement de monsieur, sur les relations qu'il entretenait avec son épouse, à savoir qu'il était violent, il était autoritaire et que le couple ne s'entendait pas du tout. D'après ses dires, c'était quelqu'un de calme, de posé, qui pouvait s'emporter, mais uniquement s'emporter verbalement, ça s'arrêtait là. Non, je m'apercevais que c'était un être froid, intelligent, calculateur et surtout faisant preuve d'une grande violence. Ces révélations apportent un nouvel éclairage sur le comportement du suspect. Mais un seul témoignage ne suffit pas pour démontrer la violence du mari. Les enquêteurs poursuivent les auditions. Le 13 novembre, à 10h25, entre dans les bureaux de la brigade criminelle la meilleure amie de la victime. Les déclarations de la jeune femme décrivent un homme nerveux et colérique qui aurait déjà, dans le passé, frappé sa femme. Mais ce n'est pas tout.
La confidente de la victime va également leur faire une révélation à laquelle ne s'attendent pas les policiers. Les policiers vont entendre une amie et collègue de travail de la victime, et cette dernière va leur expliquer qu'elle avait un amant, qu'elle avait renoué des relations avec un homme qui avait été son mari hier en Italie. Pour corroborer ces dires, les hommes de la brigade criminelle perquisitionnent le bureau de la victime. Et lors de leur fouille, ils font une découverte stupéfiante. Les policiers découvrent dans l'ordinateur de la femme des emails terrifiants. Ce type était complètement rejeté. Enfin, elle en voulait pas, elle le détestait, elle le haïssait. La correspondance dévoile aux enquêteurs la réalité de la relation du couple. Ils apprennent notamment que, contrairement à son mari, cette femme n'a jamais été amoureuse de lui et que ce dernier le sait. Ils découvrent également que 2 semaines avant son meurtre, la victime a passé un week-end avec son amant en Italie. Par ces emails, les policiers comprennent que la relation conjugale était extrêmement difficile, conflictuelle, au bord de la rupture. Les relations étaient beaucoup plus tendues qu'il ne nous l'avait dit au départ. Les policiers, à cet instant, se rendent compte qu'ils se sont fait berner par le mari, que pendant la garde à vue, il leur a raconté des balivernes. Mais le mari jure qu'il est de bonne foi et qu'il n'était pas au courant de la relation adultérine de sa femme. Il n'avait aucun accès à l'ordinateur professionnel de son épouse, donc il ne pouvait pas connaître l'existence de ces mails. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que va écrire ses mails sur son ordinateur professionnel à son bureau et certainement pas à la maison. Le mari pouvait ignorer les éléments contenus dans les mails de sa femme. Mais quoi qu'il en soit, l'enquête de la brigade criminelle avance. Et grâce à cette perquisition, les policiers sont maintenant sûrs d'une chose. Elle avait été voir un avocat, elle avait été voir à l'ambassade d'Italie, elle avait fait déjà toutes les démarches pour divorcer. Elle a l'intention de quitter son mari en faisant déménager tout le monde en Italie, ce qui permettra aux enfants de profiter à la fois de leur père et de leur mère, même si ces deux ne vivent plus ensemble. En fin de compte, on arrivait presque à la fin du couple. Il y avait le mobile. Si les policiers avaient encore quelques doutes, ils n'en ont plus. La thèse du rôdeur est définitivement écartée. Il n'y a pas 40 000 personnes dans ce parking, et notamment le mari et la femme entretenaient une relation extra-conjugale. Youpi, nous avons le mobile, l'affaire est pliée. Au vu des éléments de l'enquête, le 8 décembre 1999, le mari est mis en examen pour l'assassinat de sa femme et placé sous contrôle judiciaire. La piste du crime passionnel est privilégiée. Lorsqu'il y a autant de coups de couteau portés sur une victime, nous, enquêteurs, on ne voit que deux possibilités. Soit c'est l'acte d'un fou, soit c'est un proche qui est passionné. Beaucoup de crimes passionnels sont le fait de sujets qui, littéralement, ne peuvent pas accepter que l'autre les quitte. Tout était évident en filigrane que cette femme voulait se séparer. Ça traduit bien cette impossibilité pour le sujet d'accepter la séparation. Là, il y a un élément très fort. Le contexte imminent de séparation, dans mon expérience, c'est le moment où ce type de personnalité, avec les fragilités, tue. Tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, il s'est dit quelque chose, qui fait que le sujet a atteint ce qu'on appelle un petit peu dans la violence le seuil de contrôle, et hop, effectivement, il y a une espèce de déferlement de la violence. La procédure judiciaire suit son cours. Le mari est renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Mais la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, saisie par ses avocats, estime que les éléments réunis lors de l'enquête ne représentent pas des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen. Elle ordonne donc le 17 décembre 2003 un complément d'information. L'enquête rebondit le 11 mars 2004
parce que les hommes d'entretien du complexe immobilier découvrent dans le parking, dans un bac à sable, une paire de ciseaux. Ce bac à sable se trouvait à peu près à 1 mètre de la borne d'appel que le mari a utilisée pour appeler les secours. Alors pour nous, cet élément-là, les bras nous en tombent. Un crime se passe. À une encablure, là, à 1 mètre de ce crime, il y a un bac à sable. Dans ce bac à sable, on retrouve des ciseaux rouillés, des années plus tard, qui n'ont rien à faire là. Qui peuvent être l'arme du crime. C'est extravagant comme histoire, non? Au moment de nos recherches, on n'a pas vidé tous les bacs à sable parce qu'il était plus simple de se débarrasser de l'arme du crime en empruntant la sortie. Alors là, il y avait un grand parc tout autour et on pouvait utiliser n'importe quelle cachette. Là, on pouvait l'enfoncer n'importe où et sans besoin de rester dans le parking. Le fait de retrouver cette paire de ciseaux à cet endroit-là fait que les taux se resserrent assez sérieusement sur le mari. Une des lames correspondait parfaitement aux blessures infligées à la victime ainsi qu'aux déchirures portées sur les vêtements de la victime. Donc elle était tout à fait compatible avec les coups portés sur la victime. La caractéristique des plaies ne peut correspondre qu'à une seule lame d'un ciseau, hein, puisqu'il y a un bord qui est non tranchant et un bord qui l'a été. Donc c'est forcément, si ça a été utilisé, il faut imaginer un scénario où une seule des lames ait été utilisée. Ce qui veut dire que l'autre vient comme ça, devant vous, et que sur 46 fois, ça bouge et que ça va venir vous toucher, que vous pouvez glisser. La force des coups portés dans la main, sur le côté de la main, à un moment donné, il doit y avoir des traces, il doit y avoir quelque chose. On n'a aucun élément ni aucune indication de la moindre blessure, que ce soit sur ses membres inférieurs, sur son visage. Mais pour l'instant, pour les enquêteurs, l'urgence est de déterminer si les ciseaux sont ou ne sont pas l'arme du crime. Pour cela, il faut qu'un expert analyse les ciseaux à la recherche d'une trace de sang, dans l'espoir d'identifier sur l'objet de l'ADN provenant de la victime. Dans tout ce qui est criminel, il y a ce qu'on appelle le principe de Lockhart, qui dit que lorsque quelqu'un vient en contact avec un endroit, une partie de cet endroit se retrouve sur ce quelqu'un et une partie de ce quelqu'un se retrouve dans cet endroit. Conclusion. Si les ciseaux ont été utilisés pour ce crime, l'expert trouvera forcément des traces de sang dessus. Seulement, Philippe Esperanza est face à un problème de taille. L'état de conservation de cet outil. Lorsque je vois la paire de ciseaux, je dis oula, là ça va être très très dur, puisque lorsque je pensais qu'elle pouvait être oxydée, je ne pensais pas qu'elle pouvait l'être à ce point-là. On ne pouvait plus voir le métal, on ne voyait que des concrétions de sable. Et on y avait encore bien sûr la forme d'une paire de ciseaux, mais c'était surtout beaucoup de sable. De peur de détruire des traces, l'expert utilise une méthode d'analyse qui ne risque pas d'altérer la paire de ciseaux. La recherche de traces de sang a été faite en direct sur la paire de ciseaux telle qu'elle a été trouvée. Donc là, c'est une pulvérisation d'un liquide. Le liquide va s'infiltrer à travers le sable et donc s'il y a une réaction, elle sera visible puisque ça va faire une luminofluorescence qui va être visible de l'extérieur, même à travers les grains de sable. Le 21 juin 2004, l'expert rend son rapport. Les constatations sont claires. Aucune réaction n'est apparue sur les ciseaux. Deux choses restent possibles. Soit il n'y a jamais eu de sang sur cette paire de ciseaux, et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait une réaction luminescente. Soit le sable a tellement altéré le support, a tellement altéré le sang, que plus rien ne s'y retrouve en quantité suffisante pour faire réagir le produit que j'ai utilisé. Une seule chose est sûre, il est impossible d'affirmer que ces ciseaux sont bien l'arme du crime. Pour les enquêteurs, c'est une déception. D'autant plus qu'ils avaient des raisons d'espérer confondre le mari grâce à cette analyse. On reprend la même affaire, la paire de ciseaux retrouvée avec un délai aussi important après les faits. On place la paire de ciseaux non pas dans le bac à sable, mais dans un tiroir où elle est depuis 5 ans. S'il y avait eu des traces de sang dessus, on les aurait retrouvées. Dans l'objectif de faire avancer l'enquête, l'expert n'arrête pas là ses investigations. Il creuse toutes les pistes qui se présentent à lui. J'ai pris attache avec des spécialistes d'empreintes digitales pour leur demander leur avis. Et ils m'ont dit que là, non, autant d'années après les faits, la présence, le milieu de conservation de la paire de ciseaux, donc un tas de sable, et en plus la présence de sable sur ces anneaux,
rendait peu possible ou rendait impossible la recherche d'empreintes digitales. Donc on l'a totalement occultée, elle n'a jamais été menée. Donc à partir de ce moment-là, au lieu que le bac de sable vienne à nous, on est allé au bac de sable. Donc on a pulvérisé toute la surface qui était visible. On a estimé qu'en fait compte le produit rentrait sur à peu près 1 cm d'épaisseur de sable. Et lorsqu'on observait qu'il n'y avait aucune réaction, on raclait ce centimètre d'épaisseur de sable pour refaire une deuxième pulvérisation sur le sable qui était maintenant visible. Le bac de sable a été aussi négatif que la paire de ciseaux. La preuve matérielle, celle qui désigne le meurtrier, est toujours manquante dans cette affaire. Mais pour les policiers, la simple découverte de ces ciseaux est déjà un début de preuve. On vient de découvrir une paire de ciseaux qu'on peut relier à monsieur par son origine, par la proximité du lieu d'appel. Les policiers veulent comparer les ciseaux rouillés avec ceux dont dispose le suspect à son travail. Problème, en 5 ans, les modèles ont changé. Mais lors de cette perquisition, les policiers font un constat troublant. En 2004, je suis retourné au bureau de monsieur. Et j'ai fait une deuxième perquisition à ce moment-là. Et je me suis aperçu que dans le bureau de monsieur, dans son tiroir, il y avait 2 paires de ciseaux. Donc le fait que la première fois, je n'ai pas trouvé de ciseaux était quand même relativement anormal. En fin de compte, j'aurais dû découvrir une paire de ciseaux ou un coupe-papier au moment des faits. Alors, est-ce le mari? Mais non, ça ne peut pas être le mari. Ou alors il est fou et il n'est pas fou. Il est libre, le mari. C'est son parking. S'il est l'auteur de ce crime et si le ciseau se trouverait l'arme du crime, bien entendu, que dès le soir, il va les rechercher dans le bac à sable, il va jeter ça dans la Seine ou n'importe où. Quoi qu'il en soit, ces ciseaux et le sable sont maintenant sous scellés et font partie du dossier d'instruction incriminant le mari. Un autre élément figure aussi dans ce dossier, la chemise que ce dernier portait le soir du crime. Or, le juge d'instruction chargé du complément d'information ordonne justement une nouvelle analyse des taches de sang présentes sur ce vêtement. Il confie ce travail à Pierre Tonat. Dans l'examen des vêtements, ce qui m'a interpellé le plus, ce sont les traces de sang au niveau de la manche de chemise et la manche de la droite et les manches de la veste. La tache au niveau de la manche de chemise est faite d'un côté par une application et par une projection de sang. Une tache de projection de sang. Les experts savent qu'elle ne peut être que la conséquence d'un impact. Il y a un impact qui se fait, qui projette du sang, et ce sang va se retrouver sur la manche, sur le bras, sur toute cette partie-là qui est celle qui tient l'arme. Là, il n'y a pas eu de très gros vaisseaux de toucher, donc les projections n'ont pas été très importantes, très loin, mais forcément, à toutes les plaies, notamment les plaies thoraciques, il y a cette giclée de sang qui atteint au moins les premiers centimètres. Donc l'auteur des faits a forcément, au moins quand il donne le coup, été touché par le sang de la victime. La différence qui existe entre une tache de projection et une tache par frottement est très simple. La projection forme une petite boule, alors qu'une trace de sang par frottement est une tache de sang qui s'est étalée. Ce nouvel élément est important. Ces taches ne peuvent apparaître que sur les vêtements d'une personne présente au moment de l'agression. Or, le mari déclare qu'il a retrouvé sa femme déjà blessée. Le mari explique depuis le départ que s'il a du sang sur ses vêtements, c'est parce qu'il a pris sa femme dans ses bras et qu'elle était donc maculée de sang, donc le sang s'est imbibé sur ses vêtements. Le mari a donné une version des faits et qui n'est pas compatible avec l'observation que l'on fait sur les vêtements. Il a donc décrété que ces taches provenaient de projections. Ça change bien évidemment la phase de ce dossier. On prend ça comme pain béni. Merci mon Dieu, on a l'élément nouveau. Saisine du juge des libertés de la
À la sortie, ils boivent un dernier verre. Il est entre minuit 30 et 1h du matin lorsque le mari et la femme regagnent leur voiture. Pour les enquêteurs, c'est sur le chemin du retour qu'une discussion houleuse sur l'avenir du couple débute. L'épouse aurait alors informé son mari de son intention de divorcer. Un quart d'heure plus tard, le couple gare la voiture dans le parking de l'immeuble. Les époux descendent de voiture, se dirigent vers le sas menant à la sortie du parking. Et c'est à ce moment-là, selon les enquêteurs, que le mari, ivre de rage, aurait sorti son arme pour tuer sa femme, avant de regagner l'appartement familial. Si c'est l'auteur, il est monté une première fois, il s'est aperçu que là, il avait du sang, qu'il avait dû laisser du sang un peu partout. Donc il faut qu'il redescende. Là, s'il découvre sa femme, il faut qu'il alerte. Donc il va alerter. Il a du sang, comment l'expliquer? Donc il faut qu'il prenne sa femme dans les bras, je l'ai tenue. Si je remonte pas et qu'on découvre du sang, on va se demander comment ça se fait qu'il y a du sang sur la porte de sortie, comment ça se fait qu'il y a du sang à la maison. Donc si je monte pour aller prévenir ma mère, mais un acte gratuit, c'est parce que, en fin de compte, je veux donner une explication si on retrouve du sang. Y a-t-il une trace de sang dehors de la scène du crime? Non. Donc y a-t-il besoin de maquiller? Non. Donc c'est une version, il faut bien la trouver. Il aurait fallu qu'il soit particulièrement habile, monsieur, parce qu'il a récupéré dans une boîte aux lettres des courriers, donc avec ses mains, qu'il a déposé. Évidemment, les courriers ont été examinés, il n'y a pas l'ombre d'une micro-goutte de sang dessus. Il aurait fallu qu'il marche sur un tapis volant, puisqu'on est dans un sas qui fait 2 mètres sur 2. Il vient de donner 46 coups de couteau à une personne. Vous imaginez qu'il y a du sang un peu partout. Ça voudrait dire qu'il n'a pas de sang sur les pieds, sur les semelles de ses chaussures, qu'il n'a de sang nulle part, qu'il n'a rien touché dans l'ascenseur quand il monte nulle part, et qu'il se serait en quelque sorte transporté par la voie des airs jusque dans sa salle de bain pour tenter d'effacer ses traces. Ça me paraît peu vraisemblable. Le mari nie toujours être l'auteur du crime et continue d'affirmer que le meurtre ne peut être que l'œuvre d'un rôdeur. Pour les enquêteurs, c'est impossible, car la victime de l'aveu même du mari n'est restée seule dans le parking que quelques minutes. Ce serait dans ce court laps de temps qu'un tueur aurait surgi, puis aurait eu le temps de disparaître sans laisser le moindre indice derrière lui. Les policiers ne croient pas à cette hypothèse, et cela pour une raison simple. Vu la difficulté de pénétrer dans ce parking, si on est démuni d'une carte magnétique et tout ça, il y avait peu de probabilité que ce soit une personne extérieure. Du coup, si ce n'est pas une personne extérieure, ça ne peut être que la personne qui accompagnait la victime à ce moment-là, donc le mari de la victime. Pour tenter de confronter le mari à ces incohérences, une reconstitution des faits est organisée dans le parking. Il s'agit pour les services d'enquête de comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Le mari raconte en situation sa version des faits. Il déclare qu'après la découverte du corps de sa femme, il est parti en courant appeler de l'aide à la borne d'urgence. Ensuite, il affirme être retourné auprès de son épouse, puis sorti le plus vite possible du parking pour rejoindre son immeuble. Affolé, il aurait alors emprunté l'ascenseur. Au 5e étage, il serait entré dans son appartement pour alerter sa mère avant de redescendre auprès de sa femme le plus rapidement possible. La reconstitution des faits permet aux enquêteurs de chronométrer tous les déplacements allégués par le mari. Au final, on estime qu'il lui a fallu près de 7 minutes. Mais la reconstitution montre aussi que les secours, quant à eux, n'ont mis que 2 minutes à se transporter sur les lieux. Pourtant, à leur arrivée, le mari était déjà près de la victime. Conclusion. L'époux n'a pas eu le temps en 2 minutes de remonter chez lui et de redescendre auprès de sa femme avant l'arrivée des secours. Pour les enquêteurs, c'est la preuve qu'il a menti et qu'il est donc le meurtrier de sa femme. Nous sommes restés toujours sur cette piste-là. Nous étions persuadés que le mari était l'assassin. Donc nous n'avons pas dévié notre direction d'enquête, nous sommes restés toujours sur ce crime passionnel. Au terme de l'enquête, le dossier d'instruction contient des éléments à charge pour le mari. Les mails révélant la liaison de sa femme et son intention de le quitter, sa chemise tachée de projections de sang et les ciseaux retrouvés près de la borne d'urgence. Tous ces éléments ont pour conséquence d'amener le mari de la victime
s'imaginer qu'avec l'argent, ils allaient refaire une autre vie ailleurs. Elle, en tout cas, elle avait l'intention de refaire sa vie seule avec cet argent ou la part qui lui revenait. Donc ce soir-là, vraisemblablement, ils ont passé une soirée ensemble, mais pas nécessairement chaleureuse. Je suis pas sûre que c'était des amoureux transis, mais est-ce qu'une discussion, une attitude, l'indifférence de sa femme a déclenché sa colère? Mais il y a quelque chose qui a fait des clics. Je crois qu'on ne saura jamais quoi, et seul lui peut le savoir. Il y a quelque chose qui a fait des clics, et voilà, il fallait en finir. Mais pour les avocats de la défense qui plaident l'innocence de leurs clients, la preuve de la culpabilité n'est pas faite. Ils tentent donc de convaincre les jurés de la cour d'assises que leur client n'a pas tué sa femme. J'ai dans ce procès plaidé l'impossibilité matérielle, affective et amoureuse de Christian Manteau d'avoir commis de tels faits. Il n'est pas capable de planter 46 fois cette femme qui est le seul piment qu'il ait jamais eu dans sa vie. La seule chose qu'il ait jamais fait sortir de ses rapports d'inspection bancaire. Je suis tout à fait persuadé, hélas, que l'innocence n'est pas un paratonnerre. Elle ne vous protège pas. Qu'est-ce que la vérité d'un procès? Mais c'est la vérité judiciaire. La vérité vraie, on verra ça là-haut, si ça existe, et on n'est pas très pressé. Donc la vérité judiciaire, elle est faite de quoi? D'un certain nombre d'impressions que vont avoir les juges dans le déroulement d'un procès, donc avec tous les aléas que cela comporte. La défense, le 5e jour du procès, espère profiter d'un témoignage essentiel. Un moment fort de ce procès, c'est lorsque les enfants de la victime et donc de l'accusé, quand les parents de la victime sont venus demander à la cour d'assises d'épargner l'accusé, parce qu'il fallait que ses enfants aient un père, ils avaient déjà plus de mère. Cette supplique adressée au jury et au président de la cour d'assises redonne espoir à la défense. Pour l'avocat de la défense, il ne restait rien dans le dossier qui pouvait permettre de condamner son client. Le dernier jour du procès, l'avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle en décrivant un homme calculateur, manipulateur, et surtout qui avait maquillé son crime, qu'il avait même très bien préparé. Il a pensé à nombre de détails, mais les crimes sont parfois presque parfaits, mais jamais parfaits. Après 3 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict. Le 7 juillet 2006, l'accusé est déclaré coupable du meurtre de sa femme et condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. L'affaire qui suit relate des faits réels dont le déroulement est illustré par des reconstitutions.
Il est un peu plus de 22 heures quand le standard du commissariat de Livry-Gargan, dans la banlieue est de Paris, reçoit l'appel affolé de Madame Janine Gilbert. Retraitée de 68 ans, elle habite un pavillon cossu dans le quartier résidentiel de la ville, avec sa mère de 91 ans et son mari Roger. Mais ce soir du 4 avril, Roger n'est pas rentré. Elle signale la disparition par un appel au commissariat local de Livry-Gargan en disant « Mon mari est parti promener le chien comme d'habitude vers 22h30 et il n'est pas rentré. Le chien seul est rentré. » En janvier 1947, la ville de Los Angeles découvre l'une des scènes criminelles les plus célèbres et les plus troublantes de l'histoire américaine. Le corps de Elizabeth Short est retrouvé dans un terrain vague, dans des circonstances qui choquent immédiatement les enquêteurs, les journalistes et l'opinion publique. Très rapidement, l'affaire dépasse le simple cadre d'un homicide pour devenir un symbole durable du Hollywood noir d'après-guerre, mélange de fascination médiatique, de violence et de mystère jamais résolu. Le surnom de « Black Dahlia » apparaît rapidement dans la presse et va transformer la victime elle-même en figure mythique de la culture américaine. Les journaux s'emparent immédiatement de l'affaire, multipliant les récits sensationnalistes, les détails dramatiques et les spéculations autour de la vie d'Elizabeth Short. Cette médiatisation massive contribue à créer autour du dossier une atmosphère presque irréelle, comme si le crime appartenait déjà davantage à une légende urbaine qu'à une enquête criminelle ordinaire. Mais derrière cette mythologie médiatique se trouve une réalité beaucoup plus sombre, une jeune femme assassinée dans une ville fascinée par l'image, le spectacle et les apparences. L'affaire devient rapidement le reflet d'un Los Angeles d'après-guerre où Hollywood, les ambitions brisées, les médias sensationnalistes et les fantasmes collectifs se mélangent constamment. Le meurtre de la Black Dahlia ne sera jamais officiellement résolu. Et c'est précisément cette absence de conclusion qui va transformer le dossier en obsession nationale pendant des décennies. Chaque génération reviendra sur l'affaire. Avec de nouveaux suspects, de nouvelles théories et la même question restée sans réponse depuis 1947. Qui a tué Elizabeth Short? Le 15 janvier 1947, un passant découvre le corps d'Elizabeth Short dans un quartier de Los Angeles. La scène provoque immédiatement un choc immense parmi les policiers appelés sur place. Très vite, les enquêteurs comprennent qu'ils font face à un crime d'une violence exceptionnelle, soigneusement mis en scène d'une manière qui frappe durablement les esprits. La brutalité du meurtre et l'état dans lequel le corps est retrouvé attirent instantanément l'attention de la presse locale. À cette époque, Los Angeles possède déjà une culture médiatique extrêmement agressive, particulièrement lorsqu'une affaire mêle violence, jeunesse et mystère. Les journaux se lancent alors dans une compétition féroce pour obtenir des informations exclusives, publier des détails sensationnels et construire une histoire capable de captiver le public américain. C'est dans ce contexte qu'apparaît le surnom de « Black Dahlia ». Inspiré à la fois par les vêtements sombres d'Elizabeth Short et par l'esthétique du film noir très populaire dans l'Amérique de l'après-guerre, ce nom transforme immédiatement la victime en personnage médiatique. Le surnom devient si puissant qu'il finit presque par remplacer son identité réelle dans l'imaginaire collectif. Les enquêteurs tentent alors de reconstruire les derniers jours d'Elizabeth Short. Jeune femme ayant vécu dans plusieurs villes avant d'arriver en Californie, elle nourrit des rêves liés au monde du spectacle et fréquente différents milieux autour de Los Angeles. Très rapidement, cette proximité avec l'univers hollywoodien contribue à renforcer encore davantage la fascination publique autour du dossier. Mais l'enquête se complique presque immédiatement. Des centaines de témoignages affluent, de nombreux suspects apparaissent et plusieurs personnes vont jusqu'à faire de faux aveux. La pression médiatique devient immense, au point de perturber régulièrement le travail des autorités. Chaque nouvelle rumeur alimente les journaux,
chaque détail est amplifié et l'affaire commence déjà à glisser vers quelque chose de plus vaste qu'une simple procédure criminelle. La ville entière semble alors absorbée par le mystère. Hollywood, avec ses illusions, ses ambitions et ses zones d'ombre, devient le décor parfait pour une affaire qui mélange réalité criminelle et construction mythologique. À mesure que les semaines passent, une vérité inquiétante commence à apparaître. Le meurtre d'Elizabeth Short n'est plus seulement une enquête. Il devient un phénomène culturel. Et plus l'affaire gagne en notoriété, plus il devient difficile de distinguer les faits réels des fantasmes créés autour d'elle. Après la découverte du corps d'Elizabeth Short, les autorités de Los Angeles lancent une enquête massive afin d'identifier le responsable du meurtre. Mais très rapidement, les policiers se retrouvent confrontés à un problème majeur. L'affaire attire une attention médiatique si énorme qu'elle devient presque impossible à contrôler. La presse américaine transforme immédiatement le dossier en spectacle national, multipliant les gros titres, les révélations sensationnalistes et les récits parfois largement exagérés. Cette pression permanente perturbe profondément les investigations. Des centaines de témoignages arrivent chaque semaine, souvent contradictoires ou impossibles à vérifier. Les enquêteurs doivent trier une quantité immense d'informations, tandis que les journalistes publient parfois des éléments avant même qu'ils puissent être officiellement examinés. Plusieurs personnes cherchent également à profiter de la célébrité de l'affaire en inventant des liens avec Elizabeth Short ou en prétendant connaître l'identité du meurtrier. L'un des aspects les plus frappants du dossier est le nombre considérable de faux aveux. Des individus venant de différentes régions des États-Unis contactent la police en affirmant être responsables du crime. Certains recherchent l'attention médiatique, d'autres semblent attirés par la notoriété morbide de l'affaire. Cette situation complique encore davantage le travail des autorités et contribue à créer autour du dossier une atmosphère de confusion permanente. Parallèlement, la vie personnelle d'Elizabeth Short devient elle-même un sujet de fascination publique. Les journaux cherchent à reconstruire son passé, ses relations et ses déplacements avant sa mort. Mais beaucoup d'informations publiées sont déformées ou amplifiées afin de renforcer l'image dramatique de la « Black Dahlia ». Peu à peu, une frontière floue apparaît entre la véritable Elizabeth Short et le personnage médiatique créé par la presse. Hollywood joue un rôle central dans cette transformation. Los Angeles de l'après-guerre est déjà une ville obsédée par l'image, le glamour et les récits spectaculaires. Le meurtre semble alors parfaitement correspondre à l'esthétique sombre du film noir américain, une jeune femme mystérieuse, une grande ville pleine d'illusions et un crime non résolu entouré de secrets. Cette dimension presque cinématographique contribue énormément à la mythologie durable de l'affaire. Les enquêteurs explorent pourtant de nombreuses pistes sérieuses. Plusieurs suspects potentiels sont interrogés, certains profils semblent correspondre à certains éléments du dossier et différentes hypothèses criminelles émergent. Mais malgré l'ampleur de l'enquête, aucune preuve décisive ne permet de résoudre officiellement le meurtre. Plus le temps passe, plus l'affaire semble s'enfoncer dans une accumulation de récits contradictoires et de spéculations impossibles à vérifier totalement. Cette absence de résolution transforme progressivement le dossier en terrain idéal pour les théories du complot. Certains imaginent des liens avec des personnalités hollywoodiennes, d'autres évoquent des réseaux criminels ou des protections politiques. Au fil des décennies, ces hypothèses vont se multiplier jusqu'à devenir presque aussi célèbres que les faits eux-mêmes. L'affaire de la Black Dahlia cesse alors d'être uniquement un homicide non résolu. Elle devient une énigme culturelle américaine. Un mélange de crimes réels, de fascination médiatique et de fantasmes collectifs où chaque nouvelle théorie semble ajouter une couche supplémentaire de mystère sans jamais apporter de réponse définitive. À mesure que l'enquête sur le meurtre d'Elizabeth Short progresse sans résultat définitif, l'affaire entre dans une nouvelle phase dominée par les suspects multiples, les théories contradictoires et les spéculations publiques. Très rapidement,
le dossier devient si vaste et si médiatisé qu'il semble absorber continuellement de nouveaux récits sans jamais parvenir à produire une vérité claire. Cette accumulation transforme progressivement la Black Dahlia en l'un des plus grands mystères criminels américains du XXe siècle. Les autorités examinent un nombre considérable de suspects au fil des années. Certains possèdent des profils troublants, d'autres semblent correspondre à certains éléments de l'enquête, mais aucune piste ne parvient à réunir l'ensemble des preuves nécessaires pour aboutir à une accusation officielle solide. Plusieurs personnes liées de près ou de loin à Hollywood, au milieu médical ou au monde criminel de Los Angeles apparaissent dans différentes hypothèses. Cette diversité contribue fortement à l'impression d'un dossier impossible à stabiliser. La presse joue un rôle immense dans cette confusion permanente. Chaque nouveau suspect potentiel devient immédiatement un sujet national. Les journaux publient des portraits détaillés, des théories spectaculaires et parfois même des accusations indirectes avant que les enquêteurs n'aient terminé leur vérification. Dans certains cas, des individus voient leur nom associé publiquement à l'affaire sans qu'aucune preuve définitive n'existe réellement contre eux. Peu à peu, le meurtre de la Black Dahlia cesse d'appartenir uniquement aux enquêteurs. Il devient une histoire collective que journalistes, écrivains, détectives privés et amateurs de mystères cherchent tous à réinterpréter à leur manière. Cette transformation est renforcée par l'atmosphère particulière de Los Angeles dans les années 1940 et 1950. Hollywood représente alors à la fois le rêve américain et son envers plus sombre, ambition détruite, solitude, exploitation et illusion permanente. Beaucoup voient dans l'affaire Black Dahlia le reflet parfait de cette ville où l'image publique peut masquer des réalités beaucoup plus inquiétantes. Au fil des décennies, les théories deviennent de plus en plus nombreuses. Certains auteurs affirment avoir identifié le meurtrier à partir de nouveaux témoignages ou de documents oubliés. D'autres développent des hypothèses complexes impliquant des médecins, des policiers corrompus ou des personnalités influentes de Los Angeles. Chaque nouvelle théorie attire l'attention du public pendant un temps avant d'être contestée ou remplacée par une autre. Cette multiplication constante des récits produit un phénomène rare, l'affaire devient presque impossible à séparer de sa propre légende. Les faits réels existent toujours dans les archives policières, mais ils sont désormais entourés d'une immense couche de fiction, d'interprétation et de reconstruction médiatique accumulées pendant des décennies. La Black Dahlia devient alors bien plus qu'une victime d'homicide non résolu. Elle devient une icône du Hollywood noir américain. Une figure tragique projetée au centre d'un récit où crime, célébrité, médias et fantasmes collectifs finissent par se mélanger au point de devenir presque indissociables. Avec les décennies, l'affaire de la Elizabeth Short cesse progressivement d'être seulement un dossier criminel non résolu pour devenir un élément central de la culture populaire américaine. Très peu d'affaires ont autant traversé le temps en restant présentes à la fois dans les enquêtes criminelles, les médias, la littérature, le cinéma et l'imaginaire collectif. Le meurtre de la Black Dahlia finit par symboliser à lui seul toute une vision sombre de Los Angeles et du Hollywood d'après-guerre. Cette transformation repose en grande partie sur l'esthétique particulière entourant l'affaire. Le surnom même de « Black Dahlia », l'atmosphère du film noir américain, les rues de Los Angeles baignées de lumière artificielle et les rêves hollywoodiens brisés créent une combinaison presque parfaite pour nourrir les récits culturels. Très rapidement, le crime devient associé à une image romantisée et sombre du Hollywood des années 1940, glamour en surface, violence et solitude derrière les apparences. Les écrivains et les cinéastes s'emparent alors du dossier. Romans, films, documentaires et enquêtes indépendantes revisitent sans cesse l'histoire d'Elizabeth Short. Chaque adaptation ajoute sa propre interprétation du mystère, parfois fidèle aux faits, parfois largement fictionnalisée. Cette réécriture permanente contribue à éloigner encore davantage l'affaire de sa réalité historique initiale. Dans cette nouvelle dimension culturelle,
la Black Dahlia devient presque un symbole abstrait. Celui d'une jeune femme absorbée par une ville fascinée par l'image et détruite par sa propre mythologie. La frontière entre la personne réelle et le personnage public devient alors extrêmement floue. Beaucoup connaissent le surnom « Black Dahlia » sans réellement connaître Elizabeth Short elle-même. Cette transformation illustre la puissance de la machine médiatique hollywoodienne, capable de convertir un crime réel en récit éternel. Parallèlement, les théories du complot continuent de se multiplier. Certains auteurs prétendent avoir identifié définitivement le meurtrier à travers des recherches privées ou des archives anciennes. D'autres affirment que des personnalités influentes auraient protégé le responsable ou empêché certaines révélations. Ces hypothèses alimentent constamment l'intérêt du public, mais aucune ne parvient à produire une conclusion officiellement reconnue. L'absence de résolution judiciaire joue un rôle essentiel dans cette fascination durable. Tant que le crime reste officiellement non résolu, l'affaire conserve une ouverture permanente permettant à chacun de projeter sa propre interprétation du mystère. Cette absence de vérité définitive transforme la Black Dahlia en énigme culturelle presque infinie. Le dossier devient également un symbole des limites des enquêtes criminelles de l'époque. Les années 1940 ne disposent pas encore des technologies modernes d'ADN ou des outils scientifiques actuels. Beaucoup pensent qu'un crime aussi célèbre aurait peut-être pu être résolu avec les moyens contemporains. Cette idée renforce encore le sentiment d'une vérité perdue quelque part dans le passé de Los Angeles. Avec le temps, l'affaire finit donc par représenter bien plus qu'un homicide. Elle devient une sorte de miroir sombre de l'Amérique d'après-guerre. Un monde obsédé par les célébrités, les apparences et les récits spectaculaires, où une tragédie réelle peut progressivement se transformer en mythe national impossible à refermer complètement. Près de 8 décennies après le meurtre d'Elizabeth Short, l'affaire de la Black Dahlia reste l'un des crimes non résolus les plus célèbres de l'histoire américaine. Malgré les milliers de pages d'enquête, les dizaines de suspects étudiés et les innombrables théories développées au fil des générations, aucune vérité officielle n'a jamais réussi à s'imposer définitivement. Cette absence de conclusion transforme le dossier en un mystère presque intemporel. Très peu d'affaires criminelles ont autant survécu dans l'imaginaire collectif. Le nom, Black Dahlia, est devenu bien plus célèbre que celui d'Elizabeth Short elle-même. Cette évolution montre à quel point la médiatisation a progressivement transformé une victime réelle en symbole culturel du Hollywood noir américain. Avec les années, l'affaire est devenue une référence constante dès qu'il est question de crimes non résolus, de théories du complot ou de la face sombre de Los Angeles. Le dossier continue également d'alimenter les recherches indépendantes. Journalistes, écrivains, anciens policiers et passionnés d'affaires criminelles tentent encore régulièrement de résoudre le mystère à travers de nouveaux témoignages, des archives oubliées ou des analyses modernes. Certaines théories paraissent convaincantes pendant un temps avant d'être contestées par d'autres hypothèses. Ce cycle se répète depuis des décennies sans jamais produire de consensus définitif. Cette impossibilité de conclure l'affaire fait précisément partie de sa puissance culturelle. Le mystère survit parce qu'il reste ouvert. Tant qu'aucune vérité officielle ne ferme complètement le dossier, la Black Dahlia continue d'exister comme une énigme vivante dans l'histoire américaine. Chaque génération peut alors réexaminer les mêmes indices, imaginer de nouveaux scénarios et projeter ses propres peurs ou fantasmes sur l'affaire. L'héritage du dossier dépasse aussi largement le cadre criminel. La Black Dahlia est devenue un symbole du lien entre médias et violence dans l'Amérique moderne. L'affaire montre comment une couverture sensationnaliste peut transformer un homicide en phénomène culturel massif, au point que le récit médiatique finit parfois par dépasser la réalité humaine de la victime elle-même. Hollywood reste au centre de cette mémoire collective. Los Angeles apparaît encore aujourd'hui comme le décor parfait pour cette histoire, une ville de rêve, d'illusions et d'apparence,
où les récits de célébrités et de tragédies se mélangent constamment. La Black Dahlia représente précisément cette collision entre fascination publique et destruction individuelle. Avec le temps, l'affaire finit donc par incarner quelque chose de plus vaste que le crime lui-même. Elle devient le symbole d'une Amérique fascinée par ses propres ténèbres. Un pays capable de transformer un meurtre non résolu en mythe culturel durable, entretenu par les médias, les théories et le besoin presque obsessionnel de donner un sens à une histoire qui n'a jamais trouvé de véritable fin. L'histoire d'Elizabeth Short commence avec une jeune femme arrivée en Californie dans un monde dominé par les rêves hollywoodiens et les promesses de réussite. Elle se transforme ensuite en l'un des plus célèbres mystères criminels du XXe siècle, avant de devenir finalement une légende noire américaine traversant les générations. Le meurtre de la Black Dahlia n'a jamais été officiellement résolu. Et pourtant, il n'a jamais disparu non plus. Au contraire, l'absence de réponse définitive a rendu l'affaire presque immortelle. Chaque époque réinterprète le dossier à travers ses propres obsessions: corruption, célébrité, violence contre les femmes, pouvoir des médias ou fascination pour les conspirations. Cette capacité à absorber continuellement de nouvelles significations explique pourquoi l'affaire reste aussi présente dans la culture américaine. Mais derrière le mythe demeure une réalité souvent oubliée. Elizabeth Short était une personne réelle avant de devenir une icône médiatique. La transformation de son identité en Black Dahlia illustre la manière dont certains crimes cessent progressivement d'appartenir uniquement aux victimes pour devenir des objets culturels façonnés par les médias et l'imaginaire collectif. C'est précisément ce qui rend cette affaire si particulière. La Black Dahlia n'est pas seulement un homicide non résolu. C'est une histoire où Hollywood, les journaux, les fantasmes publics et le crime réel se sont mélangés au point de devenir impossible à séparer complètement. Et dans cette fusion entre réalité et légende, le mystère continue encore aujourd'hui de survivre comme l'un des plus grands fantômes de l'histoire criminelle américaine.